La bataille de Shanghai préfigure le combat urbain tel qu'il devait être mené non seulement pendant la Seconde Guerre mondiale, mais jusqu'à la fin du XXe siècle, nous disait l'historien Peter Armsen. Il assure même que c'est, je cite, l'une des batailles défensives les plus incroyables jamais menées sur cette planète. Difficile à imaginer quand l'on sait que cette bataille, quasiment inconnue du public occidental, part d'un petit incident et n'est voulue par aucun des deux belligérants. Nous sommes en Chine, le 9 août 1937, en fin de journée, non loin de l'aéroport militaire de Shanghai. Un sous-lieutenant japonais, Oyama Isao, et son chauffeur, Saito Yozo, traversent Shanghai, alors l'un des plus grands ports du pays et une grande métropole. On l'appelle la Perle de l'Orient. Ils s'approchent en voiture d'un poste tenu par les soldats nationalistes chinois, alors que l'entrée du site leur est interdite. Deux tirs résonnent. En ouvrant le feu sur les deux Japonais, morts dans l'échange, ces gardes chinois viennent, sans le savoir, de déclencher l'une des batailles les plus acharnées de toute la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce que des officiers japonais faisaient à Shanghai ? Pourquoi une guerre pour deux morts ? Prenons un moment pour poser du contexte. L'affrontement de Shanghai n'a rien d'un brusque revirement au milieu d'une mer paisible. La tension entre la Chine et le Japon monte depuis bien avant 1937. En réalité, le Japon a des vues sur la Chine depuis la fin du 19e siècle. Ces tentatives sont freinées par les puissances occidentales, jusqu'en 1931. Le coup monté de Mukden permet au Japon impérial de conquérir la Mandchourie et d'y créer l'état client militaire du Manchukuo. Les années qui suivent voient se durcir un bras de fer continu entre Jiang Jiechi, plus connu sous le nom de Chiang Kai-shek, à la tête de la République de Chine, et le gouvernement militaire du Japon impérial. De nombreux heurts éclatent entre les deux puissances, souvent fomentés sur place par des officiers japonais belliqueux, n'écoutant pas leur gouvernement qui préfère calmer le jeu face à l'Empire du Milieu. Son regard est en effet plutôt porté sur l'URSS, alors cible principale de l'expansionnisme japonais. On en a déjà un petit peu parlé dans la série sur les idées reçues de la guerre du Pacifique. C'est l'un de ces coups de force, imposés au Japon par sa propre armée, le 7 juillet 1937, sur le pont Marco Polo, près de Pékin, qui embrase la région. L'armée japonaise s'y pensait facilement victorieuse, mais les Chinois résistent. 3 divisions sont envoyées en renfort, et la guerre éclate véritablement. Mais le conflit est pour l'instant borné au nord, encore bien loin de Shanghai, où tout le monde se regarde avec méfiance. La situation à Shanghai est un petit peu particulière. En effet, la ville est sur le territoire chinois qui y stationne une troupe. Mais plusieurs acteurs y possèdent également des enclaves. 2 concessions, l'une internationale et l'autre française, sont situées au sud de la ville. Les Japonais ont également déjà une force sur place et contrôlent toute une partie de la ville, avec notamment le quartier général de l'infanterie de marine en son cœur. Tout ce petit monde se regarde en chien de faïence. D'un côté, les Japonais pensent que ce conflit est l'occasion de remplacer Chiang Kai-shek par un homme moins enclin à défendre son pays, afin de se consacrer pleinement à la guerre contre l'URSS. En plus, ils ont des raisons d'espérer une victoire facile. En apparence, l'armée chinoise ne fait pas le poids. Son haut commandement a été promu sur des bases politiques et non de compétences. La masse de soldats sont des paysans illettrés, très mal équipés, se déplaçant à pied, n'ayant aucun armement anti-char et moyens motorisés, et avec un soutien d'artillerie ou même aérien dérisoire. Cette impression est dans un premier temps confirmée en plus sur le terrain. Alors que les 2 fusiliers japonais sont abattus non loin de l'aéroport de Shanghai, plus au nord, les troupes impériales rentrent dans Pékin sans tirer une seule cartouche. De l'autre côté, le fameux Chiang Kai-shek a justement fait une partie de sa formation au Japon. Il en connaît les forces et les faiblesses. Il sait que l'économie et la démographie de son adversaire ne peuvent pas soutenir une guerre de longue durée. Et donc, l'attirer dans un second front, à Shanghai, c'est l'attirer dans un conflit qui épuiserait le Japon. De plus,
En les forçant à combattre aux portes des concessions internationales, il espère faire réaliser aux puissances étrangères que le Japon est dangereux pour leur intérêt, et ainsi les faire entrer dans la danse au secours de son régime. Il est conscient du niveau de son armée très limitée, mais il sait aussi que cette dernière compte un noyau dur. Environ 300 000 hommes, hautement motivés et bien encadrés par des officiers formés par des conseillers allemands. Après l'échec des quelques médiations occidentales, la bataille s'engage le 13 août, 4 jours après l'incident de l'aéroport. Durant ces 4 jours, les Chinois sont à la manœuvre. 2 divisions complètes, les 88e et 87e, des troupes aguerries formées à l'allemande, l'élite de l'armée chinoise, se regroupent furtivement au nord de la ville, en soutien des forces déjà présentes en ville. En face, seulement 4000 fusiliers marins japonais, eux aussi fortement aguerris, défendent la zone nippone. Le 13 août, à 9h du matin, les premiers tirs retentissent. Les Japonais contre-attaquent et les combats s'intensifient. Les Chinois font tonner leurs mortiers sur les positions japonaises. Après un déluge d'obus et de tirs de mitrailleuses, des milliers de soldats chinois se glissent dans les ruelles et sur les toits, refoulant peu à peu les défenseurs, surpris par la puissance de l'assaut. Pour contenir la menace, les Japonais en font appel à leur plus gros atout dans la région, la flotte, stationnée non loin sur le fleuve Huangzi. Sous la conduite d'observateurs intelligemment placés, les barrages d'artillerie navale matraquent les assauts chinois. Le lendemain, les Chinois ripostent en faisant sortir leur aviation, mais la maladresse des Chinois contraste avec le professionnalisme japonais. Beaucoup de bombes tombent par erreur dans les concessions internationales et françaises, où plusieurs centaines de civils vont périr. Au sol, le combat fait toujours rage, mais ici aussi le résultat est contrasté. D'un côté, les soldats japonais résistent malgré l'importante supériorité numérique de l'adversaire et refluent en ordre, soutenus par quelques blindés et automitrailleuses. Les Chinois n'ont que cocktails Molotov et bâtons de dynamite à leur opposer. Mal commandée, l'offensive consiste en de vagues humaines successives, sans coordination entre les régiments et l'aviation. Mais malgré ces lacunes, les Chinois grignotent le terrain, ils sont en nette supériorité numérique. L'ardeur des assaillants, qui se battent à la baïonnette et à la grenade, de bâtiment en bâtiment, stupéfie les observateurs militaires qui suivent les combats à la jumelle depuis la concession internationale. Car oui, à seulement quelques centaines de mètres des combats acharnés, de l'autre côté de la rivière, un relatif calme plane sur les quartiers contrôlés par les Occidentaux. Edgar Snow, correspondant américain, décrit les scènes de la bataille alors qu'il l'observe depuis la zone internationale. C'était comme si Verdun avait eu lieu sur la Seine, au vu d'une rive de Paris qui était neutre. Comme si la bataille de Gettysburg avait lieu à Harlem, tandis que Manhattan restait un observateur non belligérant. Quoi qu'il en soit, les combats font rage, durant plusieurs jours. Les Chinois ont énormément de mal à progresser. Leur manque d'armement lourd les pénalise face aux bâtiments fortifiés japonais qu'ils n'arrivent pas à capturer. Au lieu de les refouler de l'autre côté du fleuve, les Chinois décident donc, à partir du 16 août, d'encercler les défenseurs. On érige des barricades dans chaque rue pour progresser mètre par mètre sur les positions fortes. Durant quasi une semaine, les Chinois sont à la manœuvre, recevant constamment des renforts, utilisant leurs seuls blindés dans des charges suicidaires. Et à force d'acharnement, ils réduisent la poche japonaise. Malgré la résistance héroïque, les fusiliers marins sont acculés dans les entrepôts qui longent la rivière Huangpu. Vous le savez sûrement, au Japon, marine et armée se détestent. C'est pourquoi l'armée ne se presse pas le moindre du monde pour sauver la première en grande difficulté. Il faut attendre 2 jours de combat pour que soit décidée la création d'un corps expéditionnaire de secours de 3 divisions. Et encore un long moment avant qu'enfin, alors que les fusiliers marins sont au bord du précipice, un débarquement ait lieu le 22 août. Le 22 août, les Japonais lancent enfin leur offensive.
À 50 km au nord-est de Shanghai, 3 divisions débarquent sous la couverture du bombardement naval devant les villes de Chuanchaco, Wusong et Baoshan. L'opération a le mérite de soulager la pression en ville, qui devenait insoutenable pour les fusiliers marins qui se battaient à 1 contre 10. Les Chinois sont obligés d'envoyer des forces au nord pour contrer la menace d'encerclement. Dès lors, un statu quo s'installe en ville, où aucun des deux partis n'a plus les forces de repousser l'autre. Dans les airs, en revanche, les combats s'intensifient avec l'arrivée sur les lieux de la flotte aérienne nippone, qui, elle aussi, se fait surprendre par l'ardeur des aviateurs chinois. Aux commandes d'une flotte très hétéroclite, allant du Curtiss Hawk 2S et 3 au Boeing P-26 modèle 281, les aviateurs chinois se battent sans démériter et infligent même des pertes assez importantes aux Japonais. Mais l'expérience et le matériel japonais reprennent petit à petit le dessus. Au même moment, au nord-ouest, pour la première fois, des bombes explosent dans Nankin, la capitale chinoise. Tout a changé. Le plan initial japonais de conflit contenu et localisé autour des régions de Pékin et Shanghai se mue par la force des choses en guerre totale. Chiang Kai-shek semble réussir son pari d'entraîner le pays du soleil levant dans une guerre qu'il ne peut soutenir. Au nord de Shanghai, la bataille fait rage. Au cours des 2 semaines qui suivent le débarquement, l'infanterie chinoise, dépourvue d'armements lourds et de soutien aérien ou d'artillerie, subit des pertes immenses mais s'accroche au terrain en se servant des digues et canaux comme ligne de défense naturelle. À plusieurs reprises, les villages côtiers sont capturés durant la journée par les Japonais, fidèles à leur doctrine, concentrer un maximum de puissance de feu sur un point précis avant de conclure à la baïonnette. Les lignes sont éloignées de quelques mètres seulement. On se tue à l'arme blanche. 4 assauts japonais sur 5 échouent avant d'enfin percer la ligne chinoise et de se retrouver à nouveau bloqués par le canal suivant 10 mètres plus loin. Les cadavres bouchent les rivières. Les ponts ayant sauté, les sapeurs japonais plongent dans l'eau jusqu'au cou et hissent des planches sur leurs épaules sur laquelle chargent leurs compatriotes. Ce manège meurtrier continue jusqu'à la fin du mois d'août. Chuanchaku tombe le 28, Wusong le 31. Jusqu'à ce que la ville de Baoshan, nœud de la défense chinoise, soit elle aussi sur le point de tomber. Chiang Kai-shek ordonne aux troupes restantes de la 98e division de défendre la ville fortifiée. C'est seulement un bataillon, sous le lieutenant-colonel Yao Ziking, qui se voit dévolu à cette tâche suicidaire. Le 5 septembre, la ville est complètement encerclée par l'armée nippone, et Yao ordonne à ses hommes de se défendre jusqu'à la mort, s'engageant à mourir lui-même à son poste. Plusieurs assauts japonais sont repoussés, mais l'arrivée des blindés et le soutien aérien massif ont raison des défenseurs qui sont repoussés dans leur dernier retranchement, ne comptant plus qu'une centaine de combattants. Yao ordonne alors à un seul soldat d'échapper à la ville et de faire connaître le sort de l'unité. Le soldat réussira à transmettre ce message. « Nous sommes déterminés à continuer à combattre l'ennemi jusqu'à ce que chacun d'entre nous soit tué. » Le lendemain, le 6 septembre, Baoshan tombe, ruiné par l'artillerie. L'ensemble du bataillon, Yao compris, à l'exception du seul soldat envoyé à l'extérieur, a été tué au combat. Le 11 septembre, l'armée chinoise prépare sa 2e ligne de défense, autour de la petite ville de Luodian. Ce centre de communication est stratégiquement primordial. Le conseiller allemand Alexander von Walkhausen avait informé les Chinois de l'importance de ce nœud logistique. Pas moins de 300 000 soldats y sont envoyés pour défendre la ville, alors que les Japonais massent 100 000 soldats en face de cette dernière, soutenus par les tirs de la marine, toujours apportés par des blindés et par l'aviation. Le carnage et l'intensité de la bataille qui en a résulté ont valu au combat pour Luodian le surnom de « moulin à moudre la chair et le sang ». Pour capturer la ville, les Japonais lancent des grands assauts, sous couvert d'écrans de fumée, qui sont précédés par des préparations d'artillerie. Les blindés prouvent leur efficacité en soutien des fantassins, peu inquiétés par l'absence d'équipement anti-char du côté chinois. Ces derniers tentent d'amener le combat dans les bâtiments, de manière la plus rapprochée possible afin de réduire leur désavantage en puissance de feu.
On nous rapporte que les soldats japonais étaient sous tension permanente et que le nettoyage de chaque maison devait se faire à l'arme blanche et à la grenade. Mais au fil du temps, malgré l'opiniâtreté des défenseurs, la supériorité militaire japonaise prend petit à petit le dessus. Les taux de perte sont effroyables, atteignant plus de 50% dans le groupe d'armée chinois du général Cheng Cheng. À la fin du mois de septembre, les Chinois sont saignés à blanc et contraints d'abandonner la ville. À l'aube du mois d'octobre, les Japonais sont décidés à lancer une offensive générale autour de Shanghai, coordonnée avec le front nord de Pékin, afin de soumettre le gouvernement chinois et ils l'espèrent à mettre fin à cette guerre. Les troupes japonaises représentent désormais plus de 200 000 hommes dans la région de Shanghai. Les dernières divisions disponibles au pays sont lancées dans la bataille, devant même aller puiser dans les réservistes trentenaires, dans les mariés et dans les pères. L'armée impériale pousse son avantage au sud de Luodian, en direction de la rivière Wenzaobeng. L'objectif suivant est de capturer Dacheng, lien entre Shanghai et le reste de la Chine. Si la ville tombe, les Chinois seraient contraints d'abandonner Shanghai sous peine d'y être piégés. Sur les premiers jours, on se teste. On rassemble ses forces, on repère le terrain. Parfois, un assaut violent est lancé pour tenter de surprendre l'adversaire. Puis, tout s'accélère. De chaque côté, on tente des offensives meurtrières. La ville de Dacheng est à son tour réduite en cendres par les obus de pas moins de 700 pièces japonaises. Les taux de perte chinois sont effrayants, même pour le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Dites-vous qu'il atteint plusieurs milliers de morts par heure. La comparaison avec Stalingrad est totalement justifiée. Certaines divisions fraîchement engagées se retrouvent inaptes en quelques jours seulement. Le 25 octobre, Dacheng tombe finalement aux mains des Japonais. Les Chinois n'ont plus le choix, la bataille de Shanghai est perdue. Dès la nuit du 26 octobre, les Chinois commencent à se retirer du centre urbain de Shanghai. Cependant, Chiang Kai-shek ordonne qu'un bataillon de la 88e division reste à Zhubei pour défendre l'entrepôt de Shihang sur la rive nord du ruisseau Shuzu. Sous la direction du colonel Whampoa Xi-Juyan, le premier bataillon du 524e régiment rallie quelques 411 hommes et officiers pour prendre position dans l'entrepôt de 5 étages Four Banks. L'entrepôt est transformé en forteresse, en scellant les portes, avec des murs de sacs de sable, des nids de mitrailleuses garnis de nombreuses ZB-VZ-26, des mitrailleuses tchécoslovaques, et quelques mitrailleuses lourdes Maxim. Il y a également des meurtrières à fusil, etc. Quand les Japonais arrivent pour poursuivre les Chinois qui quittent la ville, ils tombent sur ce bunker géant, prêt à les accueillir. Pendant quasiment une semaine, les Chinois vont s'accrocher au bâtiment, dans une défense incroyable. On appellera cette bataille les Thermopyles chinoises, en référence à la résistance héroïque de Léonidas et de ses hommes face aux Perses dans la passe du même nom. L'entrepôt est immense, mais surtout très résistant. Ses murs de 10 pieds d'épaisseur le rendent résistant à la plupart des projectiles directs, et sa proximité avec le quartier international empêche les Japonais d'utiliser leurs pièces les plus lourdes de peur des pertes collatérales. Pendant plusieurs jours, les Chinois font preuve encore une fois d'abnégation, repoussant les assauts japonais allant jusqu'à l'échelle, devant les yeux de dizaines de milliers d'Occidentaux et de Chinois de l'autre côté de la rivière. Un jour, une jeune Chinoise traverse cette rivière pour faire passer en secret un drapeau nationaliste chinois, que les défenseurs hissent en guise de défi. Non, messieurs les Japonais, le peuple chinois ne se rendra pas sans combattre, et vous n'aurez pas votre guerre rapide. Certes, ce combat localisé est très symbolique, encore aujourd'hui d'ailleurs un phare de la propagande chinoise, mais son récit représente bien le caractère, jusqu'au boutisme, des deux adversaires. Finalement, alors que les Chinois ont réalisé une résistance symbolique, l'état-major ordonne au bataillon, le 1er novembre, de se retirer en direction du district international, où ils sont immédiatement internés par les autorités britanniques. Seulement 33 défenseurs sont tombés, entraînant quelques 200 pertes aux Japonais. Autour de la ville, les Chinois tentent de former tant bien que mal une ligne défensive, mais leurs contingents sont réduits à peau de chagrin,
Il faut 8 à 12 divisions chinoises pour égaler une seule division japonaise. La venue personnelle de Chiang Kai-shek sur le champ pour remonter le moral des troupes n'y peut rien. Les Japonais traversent le fleuve Suzu et la situation se dégrade encore le 5 novembre quand le 10e corps d'armée japonais, composé d'unités venues du front nord, débarque à Jinshanwei, à une quarantaine de kilomètres au sud de Shanghai. Shanghai est tombée. L'armée chinoise n'y peut plus rien. Et pire que ça, c'est Nankin, la capitale du pays, dont la route est désormais complètement ouverte. Après avoir assuré le contrôle de Shanghai, l'armée japonaise commence son avancée vers Nankin le 11 novembre. Cette dernière se fera à marche forcée, avec près de 400 km parcourus en un mois. Et malgré quelques engagements sur la route, les Japonais atteindront la capitale au début de décembre. Les atrocités qu'ils vont y commettre resteront comme l'une des pages les plus sombres de leur histoire. Nous traiterons peut-être ce sujet un jour, mais avant cela, il nous faut revenir sur Shanghai et faire le bilan. La bataille a vu les deux camps subir une quantité abominable de victimes. Les observateurs parlent même de la bataille la plus sanglante depuis Verdun. La Chine souffrirait d'entre 200 000 et 330 000 morts et blessés, selon les estimations, tandis que les Japonais déplorent de 93 à 99 000 victimes. Un total compris entre 300 et plus de 400 000 victimes potentielles. Les pertes chinoises élevées sont dues en partie à une dépendance tactique, à des attaques frontales coûteuses, mais aussi à la supériorité japonaise dans l'artillerie, dans la force aérienne et navale, mais aussi à la résistance quasi fanatique des défenseurs, qui étaient prêts à se battre jusqu'à la mort à de nombreuses occasions. Un témoin oculaire de la bataille a déclaré, je cite, qu'il ne s'agissait plus d'une guerre entre les deux armées, mais entre les races, avec une fureur croissante. Les deux géants, comme deux hommes qui ont commencé un match de boxe et qui se retrouvent soudainement convulsés par la haine, se sont sautés à la gorge dans une bagarre dans laquelle le seul prix était la mort. De nombreuses atrocités ont été commises au cours de la campagne de Shanghai, en particulier par les forces japonaises, qui veulent se venger de cette défense inattendue. On fait très peu de prisonniers, des deux côtés. Les capturés sont passés au fil du sabre. Les civils, les hôpitaux, la Croix-Rouge, tous les acteurs non combattants ont aussi largement souffert de cette bataille. Alors, qui la gagne, cette bataille de Shanghai ? Tactiquement, les Japonais, et encore c'est discutable, mais surtout en réalité personne. La Chine a certes saigné son adversaire, mais ce dernier n'a pas renoncé. De plus, la décision de Chiang Kai-shek d'envoyer ses meilleures troupes dans la bataille, notamment celles équipées et entraînées par les Allemands, le prive de tout le noyau de son armée professionnelle. En un seul coup, la Chine a perdu 2/3 des officiers qualifiés qu'elle avait à disposition, quasiment tous ses blindés, une grosse partie de son aviation. L'armée chinoise ne s'en remettra tout simplement jamais. Et la Chine nationaliste le payera très cher en 1949 face à Mao Zedong. Pourquoi avoir fait ça alors ? On l'a dit, Chiang Kai-shek cherche dans la bataille de Shanghai d'attirer l'œil de la communauté internationale. Il veut prouver que son pays est en capacité de se défendre, qu'il vaut le coup de s'engager diplomatiquement, voire militairement, contre l'agresseur japonais. Ceci explique pourquoi les Chinois ont pour ordre de s'accrocher aussi durement au terrain, au prix de très lourdes pertes. Malheureusement, les nations occidentales n'ont guère prêté attention au sort de la Chine. Il faut dire qu'en 1937, l'Europe aussi s'agite. La Société des Nations se contentera d'un soutien spirituel à la Chine. Mais si cette bataille a eu au moins un effet positif pour la Chine, c'est le temps qu'elle lui a fourni, celui de déplacer une partie de son industrie à l'ouest pour la guerre d'usure qui s'annonce. Côté japonais, on déguise ce désastre militaire en succès tactique. Non seulement le régime nationaliste chinois a résisté à la bataille, et même à la chute de sa capitale qui en résulte, mais surtout, le régime japonais est dévié contre son gré de ses objectifs en URSS, et il est maintenant coincé dans une guerre d'usure dont il n'a pas les moyens. Cette guerre d'attrition va puiser une grande majorité de ses forces militaires, même au plus fort de l'affrontement à venir face aux USA.
La bataille de Shanghai est une défaite militaire, mais un point culminant pour le nationalisme chinois. Elle a démontré la détermination de la Chine à ne pas se rendre, même face à une puissance de feu écrasante. En dépit de nombreuses campagnes et d'offensives, jusqu'en 1944, jamais l'armée impériale ne se sortira du bourbier dans lequel elle s'est engluée à Shanghai. Cette guerre meurtrière ne s'achèvera que 8 ans plus tard, après la reddition du Japon face aux Alliés en 1945. L'historien japonais Yamamuro Shinichi nous résume très bien cette pensée par ces mots. Le Japon a perdu la Seconde Guerre mondiale. Non pas dans le Pacifique, comme on le pense généralement face aux Américains, mais en Chine. Le sort de la guerre s'est joué en 1937. Je vous remercie de votre attention, j'espère que ce retour à l'analyse de bataille vous a plu. Je suis toujours preneur de suggestions de sujets dans les commentaires, et sinon un petit j'aime ou un partage à vos amis ou autour de vous, ça aide la chaîne pour le référencement. Je retourne de mon côté au fourneau et vous dis à bientôt et que l'histoire soit avec vous.